J'ai pris une décision, je l'assume, le coût global du voyage était inférieur. Donc vous l'assumez, très Nous bien. sommes le 20 décembre 2017, Édouard Philippe est à RTL, et il y a pour lui un enjeu personnel. Venu en Nouvelle-Calédonie en vol commercial, le Premier ministre est reparti dans un A340 de luxe, un vol à 350 000 €. Autant dire qu'il faut venir avec quelques éléments de langage. Dans l'ensemble, j'assume Vous ce que je assumez. fais, Mal, j'assume vous tout et deviez- j'explique. Je l'assume tellement que je veux l'expliquer. Mais étonnamment, pas de grands discours ronflants. On ne perd pas l'auditeur dans les méandres de phrases à rallonge. En un mot, on confirme les faits. Encore une fois, j'assume ces décisions Et là, il va le marteler. et je l'assume complètement. Ce qui colle avec le style que se donne le personnage. Franc, direct. Eh ben ça, c'est pas de la langue de bois, te plains pas. Attends, tu te doutes bien qu'il y a un truc, hein, sinon je ferais pas une émission. Mais c'est vrai que là, on a l'impression qu'il fait preuve d'honnêteté et de courage. On aurait pu s'attendre à ce qu'il nie, à ce qu'il cherche à noyer le poisson. Oui, mais enfin bon, vous savez, il faut faire en sorte que, attendez, c'est pas si clair que ça, etc. Non, là, il reconnaît sa responsabilité. Il n'ajoute pas à une éventuelle culpabilité le déshonneur de la dérobade. Il reconnaît les faits, il reste digne. Ou alors, il y a peut-être une autre manière de le voir. Ou alors, c'est un putain de ouf. Un déglingo. Un thug. Et j'assume le choix qui fut le mien de m'appuyer sur elle, sur mes proches. Alors moi j'assume les décisions de mon gouvernement. Je veux les assumer et je continuerai à les assumer. Moi, j'assume ma part de fragilité. J'assume totalement la décision qui a été prise. Je suis de gauche. Je l'assume. Je me cache pas, au contraire, j'assume. Mais parfois, il y a des décisions à prendre et parfois, il faut les assumer. Dans cette affaire, la défense du Premier ministre est un ensemble de justifications correctes, d'autres discutables, et enfin de véritables contre-vérités. Sur le fond, il y a donc matière à la contester. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'emploi du verbe assumer. Soit une faute a été commise et l'expression se justifie, soit le choix de prendre ce vol rentre dans les attributions légitimes du Premier ministre, et alors il n'y a rien à assumer. Alors qu'assume-t-on, ordinairement? Des responsabilités, des fonctions, ou des erreurs, des fautes? On peut prendre le risque de demander à une nouvelle génération d'assumer des responsabilités. J'accepte telle fonction, de me charger de cela ou d'occuper tel poste. Je reçois des droits et du pouvoir, donc par exemple si j'accepte un poste de direction en entreprise, en contrepartie je dois accepter un certain nombre de devoirs ou de responsabilités. Donc par exemple si mon entreprise enfreint la loi, je peux être tenu personnellement responsable alors même que je n'ai pas commis directement l'acte délictueux. Il n'est pas possible d'occuper une fonction, un poste, sans assumer du même coup les responsabilités qui vont avec. Le mot responsabilité finissant même par désigner la fonction elle-même, le poste elle-même. J'assume une responsabilité, j'accepte ce poste. J'assume mes responsabilités institutionnelles. Assumer quoi que ce soit, c'est donc accepter par anticipation les retombées positives comme négatives sur soi-même de l'exercice de cette fonction. J'assume ce quinquennat. Je l'assume avec ses réussites et ses revers. Donc ça c'est pour le fait d'assumer des fonctions. Mais on retrouve la même structure lorsque l'on assume des erreurs ou des fautes. Dans tous les cas, il s'agit de se reconnaître comme porteur d'une responsabilité. Malheureusement, il y a eu un coup du sort dans les dernières secondes. J'en suis le responsable et j'assume pleinement cette erreur. Dire j'assume mon erreur ou ma faute, c'est reconnaître en avoir fait une. C'est s'attribuer l'action. C'est bien moi qui ai fait ça. On reconnaît comme juste d'en subir les conséquences, on les endosse. Par exemple, dans ce moment culte de la vie politique, Lionel Jospin fit un usage correct du verbe assumer. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Assumer une fonction ou une faute revient donc à assumer de mettre en jeu sa responsabilité. Au sens littéral de avoir à répondre d'eux. Le contraire étant s'exenter ou fuir ses responsabilités. J'assume pleinement ses responsabilités. Et donc on est tenté de dire, quand les politiques disent j'assume, c'est pas du tout de la langue de bois, c'est même complètement le contraire. Puisque ça consiste à dire je reconnais les faits, je suis pas en train de faire diversion ou de chercher à noyer le poisson. Mais là faut être attentif à quelque chose, c'est que le verbe assumer, lorsqu'il est correctement employé, renvoie à deux choses. Le fait de reconnaître une erreur, mais aussi le fait d'accepter les conséquences que celui qui a commis l'erreur, moi, va devoir subir. Or, le stratagème, dont nous parlons aujourd'hui, consiste à réduire la signification du verbe assumer pour ne plus du tout lui faire désigner à la fois l'erreur et les conséquences, mais seulement l'erreur elle-même. On me reproche d'avoir voulu que mon épouse soit la première de mes collaboratrices. Elle qui depuis 40 ans construit avec moi mon parcours. Tous les jours. Il y a à cela rien d'illégal.
et j'assume le choix qui fut le mien. Soyons encore plus précis. Prenons l'exemple des multiples marques de mépris d'Emmanuel Macron pour le peuple, ou des propos tenus par Wauquiez devant ses étudiants. Il y a plusieurs sens du « j'assume » qui sont mobilisés. Soit assumer signifie reconnaître son acte comme une faute et accepter les suites désagréables, face à la justice, face à l'opinion publique, ou face aux autres hommes politiques. Dans nos exemples, les deux hommes politiques tiennent des propos jugés choquants, insultants, humiliants, etc. Qui sont, pour beaucoup, illettrés. Mais dans certains cas, ils vont le reconnaître. Par exemple, Macron s'excuse sur les illettrés. Mon premier regret, mes excuses les plus plates, elles vont à l'égard des salariés que j'ai pu blesser, que j'ai blessés à travers ces propos. Où Wauquiez regrette et s'excuse à propos des écoutes de Sarkozy. J'en ai présenté mes excuses à Nicolas Sarkozy. Soit assumer signifie confirmer ses propos, les réitérer, les maintenir, au lieu de dire « vous avez mal entendu », mais en plus contester que ce soit une faute. Donc poser comme illégitime toute sanction. Mais je continuerai à dire les choses, je continuerai à respirer l'air, à parler à nos concitoyens, à parfois m'emporter quand j'échange avec eux. C'est d'ailleurs un usage courant. J'ai conscience de provoquer certaines réactions, mais j'estime être dans mon bon droit, ne pas avoir fait ou dit quelque chose de condamnable. Je suis une chieuse de première, oui, je le reconnais, j'assume, je signe et je persiste. C'est ce que semble vouloir faire Macron sur le fameux « ceux qui foutent le bordel ». Certains, au lieu de... le bordel, il ferait mieux d'aller regarder... Ah oui, mais... ils peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. J'assume totalement ce qui a été dit. Ou le reste des déclarations de Wauquiez qui flinguent tous azimuts. J'assume les propos qui ont été les miens. Ce qui appelle deux remarques. D'abord, puisque nous sommes dans le domaine politique, nous voyons qu'il y a toujours matière à débattre. Il y a à chaque fois une pluralité d'interprétations possibles. Si la version de Macron sur les fainéants me semble convaincante, sa technique de défense me semble en revanche plus légère sur les autres marques de mépris, en particulier sur le bordel. Le mot bordel, c'est du registre populaire. Vous comprenez que ça a été vécu comme humiliant. Non, parce que je n'ai absolument pas cherché à humilier. Donc sur le fond, constituer une action ou des propos comme une faute, un scandale ou un dérapage, c'est toujours un point à argumenter. Ensuite, il y a une différence entre la personne de pouvoir et l'individu ordinaire. Pour l'individu ordinaire, qu'il reconnaisse ou non ce qu'il a fait comme étant une faute, les conséquences qu'il subira ne dépendent pas de lui. Alors que l'homme de pouvoir sait qu'il peut en partie se soustraire à l'éventuelle sanction, en raison de la déférence du journaliste, parce qu'il est en mesure d'intimider, parce qu'il a la capacité d'enterrer une affaire, ou parce que l'opinion publique aura oublié, etc. Aucun regret, j'assume totalement et j'assumerai toujours. Et c'est ce fait d'être en partie à l'abri qui rend problématique l'usage du « j'assume », car il y a alors une asymétrie dans la prise de risque. Or, l'idée que dire « j'assume » est une chose noble, une chose courageuse, est fondée sur le risque qu'il y a à le faire. Si l'on se sait hors de portée de toute retombée, quel sens y a-t-il à dire « j'assume » ? Autrement dit, on se retrouve dans une situation hallucinante. On a un homme politique qui reconnaît des faits, qui reconnaît une erreur, alors ça peut aller de la simple petite faute de communication jusqu'au véritable scandale d'État, mais qui, dans le même temps, refuse d'en accepter les conséquences, qui peuvent être soit des sanctions judiciaires, soit simplement, une sanction de l'opinion publique. J'assume d'avoir été obligé d'augmenter les impôts. Et c'est ça que j'ai envie d'appeler la thug politique, parce que ça consiste à dire « Ouais, j'ai fait ça, et alors, qu'est-ce qu'il va faire, wesh ?» Mais c'est donc bien une manœuvre d'esquive, typique de la langue de bois, qui consiste à fuir ses responsabilités, même si précisément le contenu du verbe, la signification du verbe, semble dire le contraire. Je reconnais mon implication. Et ça, c'est très fort. Bien joué, bande de fumier. J'assume, oui, j'assume les choix qui sont faits. J'assume, oui, j'assume. Et ces choix, assumons-les de les faire ensemble. J'assume, oui, j'assume, 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 j'assume. Ce serait une sorte d'excuse universelle, un moyen de clore toute mise en accusation. Un peu comme si quelqu'un qui était accusé d'une infraction pouvait lui-même décider de prononcer un classement sans suite. Et cela s'opérerait par le simple fait de prononcer ces mots. J'assume, oui, j'assume. Ça paraît un peu magique dit comme ça ressemble à toutes ces formules magiques dans les contes, dans les films. Magique au sens de la modification du cours naturel des choses par la seule parole. Sauf que là ce serait pas un sésame ouvre-toi, mais un... Je vous le dis, et je l'assume. Cela dit, réaliser des choses par la seule parole, on le fait constamment. Et je pense que c'est le moment de prendre une petite leçon de philosophie du langage. Et cette leçon nous est donnée par Austin. Dans sa série de conférences regroupées sous le titre « Qu'en dire, c'est faire », Austin regrette que la tradition philosophique, concentrée sur les questions de connaissance et de vérité, se soit essentiellement intéressée à la prétention qu'ont nos affirmations à être vraies. Austin remarque que c'est là une partie seulement de l'usage qu'on fait du langage. Un grand nombre de choses que nous disons ne correspond pas du tout à cette forme. Quand on dit par exemple « je te jure »,« je vous remercie » ou encore « je vous déclare mari et femme ».
Il y a en effet une grande différence entre dire « la porte est fermée » et « je te promets de venir demain ». Le premier énoncé renvoie à un fait indépendant. L'affirmation est vraie ou fausse, selon que la porte est fermée ou pas. Le second énoncé est étrange, il ne décrit rien, car où se trouve le fait qui pourrait rendre vrai ou faux ce que je dis? On pourrait dire, eh bien c'est le fait que demain je vienne ou non. Mais ce n'est pas cela qui est en jeu, ça c'est le contenu de la promesse, ce sur quoi porte l'acte de promettre. On dira que j'ai tenu ou non ma promesse. Mais la question est, qu'est-ce qui rend vraie ou fausse ma promesse elle-même, sans regarder ce que je promets? Eh bien Austin remarque que cette question n'a pas de sens, car on chercherait en vain un état du monde préexistant qui viendrait confirmer que je promets ou non. Tout simplement parce que ce genre d'énoncé ne renvoie pas à quelque chose, mais consiste à produire quelque chose. Dire « je promets » et accomplir l'acte de promettre sont une seule et même chose. Austin met le doigt sur la notion d'acte de parole. Comparons maintenant « je te promets de venir demain » avec « je ferme la porte ». Pour le troisième énoncé, on peut s'imaginer que je suis en train de fermer la porte et que dans le même temps, je suis en train de décrire à haute voix ce que je fais. Ce pourrait être quelqu'un d'autre qui me verrait faire et dirait « il ferme la porte ». Dans ces cas, le fait que je ferme la porte est indépendant de ces deux énoncés. Mais avec le deuxième énoncé, il n'y a pas cette différence entre un fait et sa description. Dire « je promets », c'est réaliser l'acte même de promettre. Si quelqu'un dit « il promet », le fait auquel il renvoie n'est pas extérieur à mon énonciation. Il fait référence à mon énoncé lui-même. Du coup, la question n'est pas de savoir si cet énoncé « je promets » est vrai ou faux, mais s'il est réussi ou raté. Austin parle de conditions de félicité. Si certaines conditions ne sont pas respectées, l'acte de parole est un échec. Dans un premier temps, ces énoncés qui font ce qu'ils disent, Austin va les appeler des énoncés performatifs. Par exemple, nier, désigner, nommer, excuser, proclamer sont des actions qui n'existent que grâce à la parole. Pour les distinguer des énoncés constatatifs, qui décrivent des faits, passés, présents ou futurs. Rapidement, il abandonne cette distinction pour dire qu'en fait, toute énonciation est un acte de parole, qui prend trois valeurs ou fonctions. D'abord, on produit des sons, que l'on combine entre eux pour former des mots, que l'on combine à nouveau entre eux pour former des phrases. Et en même temps, on fait quelque chose grâce au sens et au contexte de ce qu'on dit. On ordonne, on propose, on félicite, on concède, on émet un jugement, etc., etc. Et enfin, on produit un effet sur nos interlocuteurs. Des effets qui peuvent être différents de nos intentions. La notion de performativité va désormais se retrouver du côté de ce qu'il nomme force ou valeur illocutoire. L'acte illocutoire est accompli s'il parvient à réaliser ce qu'il dit. La question qui m'intéresse ici, c'est de savoir d'où ces énoncés dotés d'une force illocutoire tirent-ils cette force illocutoire? En vertu de quoi le simple fait de les prononcer permet de faire quelque chose? Alors on pourrait croire que ces énoncés tirent leur force illocutoire de la seule signification des termes qu'ils utilisent. Et c'est vrai que si je m'adresse à un interlocuteur étranger qui ne connaît pas la signification du verbe promettre, il ne pourra pas comprendre ce que je suis en train de faire lorsque je dis « je promets ». C'est certain. Mais c'est insuffisant. Et ce que va montrer Austin, c'est qu'il faut ajouter à la nécessaire compréhension de la signification des termes employés, il faut ajouter l'existence d'une convention sociale préexistante. Il doit exister une procédure conventionnelle, reconnue et acceptée, qui a un certain effet conventionnel et qui doit comprendre l'énonciation de certains mots par certaines personnes dans certaines circonstances. Il faut que, dans chaque cas, les personnes et les circonstances particulières soient celles qui conviennent pour qu'on puisse invoquer la procédure en question. On voit alors très bien que les actes de parole dépendent avant tout de conventions sociales. Il faut que ce soit dit dans un contexte spécifique et par une personne en particulier. La France pète, J'espère que t'as capté le concept. Je crie haut, je baisse votre nation, on remballe et on leur pète le fion, il faut les balayer, bas les couilles. Moi je suis le roi image. La France est une garce. C'est un peuple qui déteste ça. Nique ta mère. Comme une salope, il faut la traiter. Je l'encule sans huile. I am the selfie-made man. C'est un peuple qui déteste ça. Ouvre gun. Revenons maintenant à la formule « j'assume ». La convention sociale existante, c'est-à-dire ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque quelqu'un dit « j'assume » en contexte approprié, c'est de s'affirmer solidaire d'un état ou d'un acte et d'en accepter les conséquences. J'assume de faire des blagues lourdes, vas-y, assume ta gourmandise, allez, assume d'être ambitieux. En disant « j'assume », le but c'est d'éviter de faire preuve de lâcheté. Et donc du coup, celui qui dit « j'assume » recouvre une partie de l'honneur perdu par la faute ou le comportement jugé honteux.
Et l'honneur de la politique, mesdames, messieurs les députés, c'est d'assumer ce qu'on en a décidé. Et l'écotaxe, c'est vous qui l'avez décidé. Mais ce dont nous parlons ici, c'est pas du tout cet usage qui consiste à maintenir une position personnelle, à dire « je persiste et signe », quand bien même mes propos me deviendraient préjudiciables. Je n'abandonne pas mes convictions pour les soucis. J'assume ces convictions. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas du tout ça. On a l'impression que certains profitent de leur position de pouvoir, et éventuellement de leur capacité d'intimidation, pour introduire une nouvelle convention. J'assume totalement, et j'assumerai toujours. Les politiques qui disent cela demandent implicitement le passage d'une convention à une autre. Et cette nouvelle convention donnerait à la formule « j'assume » la force illocutoire de libérer celui qui la prononce de la nécessité d'expier ses péchés, en quelque sorte. Il s'agit de suspendre la connexion normale entre un crime et sa peine. En quelque sorte instituer un ordre des choses dans lequel tel ou tel acte serait déconnecté des conséquences qui lui sont habituellement associées. Je crois qu'on peut faire voir la différence entre ces deux conventions en montrant qu'il existe déjà des usages populaires qui y ont recours. Alors certains, de manière correcte, en rendant réussi l'acte de langage qui consiste à dire « j'assume », puisqu'il convoque une convention qui existe, convention légitime, et les autres qui ratent, puisqu'ils essayent de convoquer une convention qui n'existe pas. Certaines émissions consistent à inviter des gens adoptant des conduites déviantes, en rupture avec ce qui est considéré comme la normalité. Le dispositif est toujours le même. Les invités expliquent pourquoi ils adoptent telle ou telle apparence ou tel mode de vie. Je suis radine. Et le public réagit en direct pour approuver, critiquer ou réprouver. Attendez, vous hurlez pourquoi? Parce que c'est bien ou c'est pas bien? Le but n'est pas que le déviant change, mais qu'il soit amené soit à chercher à convaincre les autres de faire comme lui, soit à affirmer qu'il comprend la norme sociale qu'il enfreint, mais qu'il est prêt à en payer le prix. Dans ce second cas, la formule « j'assume » est employée abondamment. Vous mangez à l'œil en fait. Ben oui, j'assume. J'assume d'être radin, j'assume d'être moche, oui, j'assume de piquer les petits copains de ma fille, etc. On comprend que l'enjeu est de retourner la honte en fierté. Ils assument. Moi j'assume, je revendique. Au lieu de nier une pratique condamnée socialement, je la revendique comme faisant partie de mon identité. L'acte de langage de celui qui dit « j'assume » est alors un succès. Il s'appuie sur une convention reconnue par le public comme par le déviant. Personne ne s'attend à ce que l'on cesse de considérer sa conduite comme une déviance ou un truc bizarre. Assumer n'est pas effacer la déviance, mais le déviant récupère l'honneur ou la dignité de celui qui ne se cache pas, qui affronte avec courage le regard d'autrui. Il gagne même souvent une certaine reconnaissance, ce qui atténue par exemple les moqueries ou les insultes. Parce que j'assume. L'usage que tentent d'introduire ces politiques ressemble cependant à un usage existant, que vous connaissez peut-être si vous avez déjà travaillé au contact de gens, typiquement en position d'autorité, par exemple si vous avez été CPE, pion ou prof. Vous allez comprendre. Jean-Kévin, je t'ai encore surpris à fumer du hakik dans les toilettes de l'établissement. Wesh, c'était pas moi, monsieur. Ta. Donne-moi ton carnet de correspondance. Je le fais bien, hein. On dirait que c'est du vécu. J'assume. Tu vas encore écoper d'une heure de retenue. Non mais c'est bon, j'assume. Dans ce petit dialogue, Jean-Kévin croit pouvoir s'éviter la sanction ou la réparation. Il y a sans doute un écho à la maxime « faute avouée à moitié pardonnée » ou un usage qui s'apparenterait à celui de l'excuse, qui, si elle est acceptée, permet d'effacer tout ou partie du tort causé. Mais cette formule n'a aucune force illocutoire, puisque la convention qui dirait « dans ce contexte, dire « j'assume » vaut comme arrêt de la procédure de sanction » n'est absolument pas reconnu par le détenteur de l'autorité scolaire. Encore une fois, j'assume ces décisions. Dans l'affaire du vol d'Édouard Philippe, la journaliste devrait rétablir le bon usage. Elle devrait dire « Mais non, vous n'assumez pas. Assumer, ce serait par exemple avoir à affronter une enquête parlementaire. Vous n'assumez pas, sinon vous devriez dire quelles mesures vous allez prendre pour éviter que cela se reproduise. Ou bien comment vous allez vous y prendre pour compenser ce dépassement de budget. » Et ainsi de suite à chaque fois qu'un politicien prétend assumer. Mais non, là pas du tout, ils disent « Circuler, y a rien à voir. Arrêtez de me péter les couilles puisque j'ai dit que j'assumais. » Et donc ils voudraient transformer en une fin ce qui au contraire devrait être le début d'un processus. Bas les couilles. Donc ce qui importe, c'est de comprendre que si le politique est maître de son énonciation, de dire « j'assume », il n'est pas maître de la convention qui donne à sa formule « j'assume » la force illocutoire de l'exenter de toute sanction. C'est pas lui qui décide ça. Dire « j'assume » ne peut pas servir à s'exenter de toute responsabilité. Et pourtant, l'homme de pouvoir cherche à s'arroger le droit de s'extraire de la convention ordinaire. Alors après, je me demande, est-ce que la détention du pouvoir permet un tel renversement? Est-ce que avoir du pouvoir permet d'établir une nouvelle convention sociale? C'est discutable. Mais une chose est sûre, c'est qu'on retrouve là une tendance à se croire au-dessus des règles ordinaires de la vie sociale. Tous de sacrés lascars.
Faut s'abonner quoi, tout tranquille. Franchement, sur la chaîne du Stagirite, il y a trop de fraîcheur, j'avoue.